ans et je marchais avec ma chèvre pour aller à l'école quand ils sont arrivés. Ils étaient 5 à cheval et ils m'ont violée derrière un buisson. Ma petite chèvre Rikiki, avec sa tache noire sur l'œil, m'a attendu en bêlant à côté de mes livres éparpillés dans la poussière. Mais je n'ai pas pu retourner la chercher. Je me suis réveillée dans une maison qui n'était pas la mienne, où 2 femmes me donnaient des ordres sans aucun répit. « Ton père ne voudra plus de toi maintenant que tu es sale. Tu portes malheur maintenant, » criait l'une d'elles. Alors j'ai dû l'épouser, même s'il avait 40 ans et 3 fils plus âgés que moi. Je l'avais vu quelquefois, avec sa moustache longue et noire et sans trop de cheveux. C'était le chef du village au nord. Le soir, je l'entendais se disputer avec mon père devant la maison. Je n'avais pas de dot, et il voulait au moins notre eau, la source dans notre jardin. Alors, j'ai compris pourquoi il m'avait enlevé et épousé. Il se fichait de moi. Il voulait seulement irriguer gratuitement ses champs de tapioca. Les voisins disent qu'il veut vendre notre source à des blancs qui veulent cultiver d'énormes quantités de maïs. Ma chair est ma destinée contre ce liquide précieux. C'est comme ça qu'avec l'accord des vieux, il a chassé mon père et mes frères de notre maison et s'est installé avec moi et sa nombreuse famille. C'est la règle dans notre village. Aucun mariage ne peut se finaliser tant que l'épouse n'apporte pas de dot. Et quand il n'y a pas d'argent ou de bijoux, on prend ce qui reste de précieux. Vaches, chameaux, eau, verger. Chaque matin, de la fenêtre, j'aperçois mes camarades de classe qui vont à l'école. Elles rigolent en traînant leurs cartables dans la poussière. Et moi, je pleure en écrasant les semis de tapioca pour en faire de la farine. Depuis quelques jours, j'ai une maladie qui me gonfle le ventre et me fait vomir. J'ai le ventre dur et il bouge tout seul. La douleur m'empêche de marcher. Mais cela ne prive pas mon mari de me fouetter si je n'obéis pas à ses ordres. De ma maladie, il ne veut rien savoir. Il me torture sans cesse et me rentre dedans au moins une fois par nuit. Les autres épouses sont fières des coups de fouet. Plus ils laissent de marques sur leur dos, plus les gens sauront qu'ils les aiment vraiment. Pour ne pas pleurer de douleur, je pense à Rikiki. Elle m'attendait devant la classe sans même être attachée. Mon odeur était sa maison. Avec son lait, je faisais du fromage frais que je vendais aux voisins. Ce que je gagnais, je le donnais tout de suite à mon père, et avec ça, il achetait des réserves pour l'hiver. Peut-être que Rikiki m'attend toujours, près de ce buisson où je l'ai laissé le matin où il m'a enlevé. J'espère que mon père ne l'a pas vendu, ou pire, tué pour en faire des réserves. Pourquoi n'est-il pas allé parler avec le conseil des vieux? Pourquoi il n'a pas emmené mes cahiers pour leur montrer mes bonnes notes? Pourquoi personne ne s'est opposé à mon mariage? Mon ventre dur et il commence à pousser en bas dans la fente entre mes jambes. Peut-être que ce sont les démons qui sont rentrés par là une nuit pendant que je dormais. Aujourd'hui, mon ventre me fait tellement mal que j'ai dû m'allonger sur le côté par terre. Voilà, il a explosé. Les démons sortent de la fente pour manger du dehors aussi. Il y a du sang partout. Une des épouses me monte sur le ventre et me marche dessus. L'autre m'attache les mains avec une corde au plafond pour m'obliger à rester assise et me hurle de pousser. La voix d'un démon sort de ma fente, ou bien c'est peut-être un animal. Puis, je comprends tout. C'est la plainte de l'enfant, et moi je suis sa mère. Si c'est vraiment un enfant qui sort de mon ventre, ça veut dire que je suis une mère-enfant. Mon sein est tellement petit. Réussirais-je à en faire sortir quelques gouttes de lait pour le nourrir? Je pousse avec les mains toujours attachées.
Maintenant, les deux épouses me donnent des coups de poing dans le ventre. Mais l'enfant ne veut pas sortir. Il est coincé entre mes jambes, dans cette fente si petite, qui ne lui permet pas de passer. Sa plainte est faible, et je ne reconnais pas si c'est un garçon ou une fille. Hors de la maison, la foule est là. Les gens du village ont entendu mes cris, et ils se sont précipités avec leurs prières et leurs sortilèges. Mon père m'apporte une potion à boire. C'est la première fois, depuis que je suis mariée, qu'il le laisse entrer. Je n'entends plus la plainte de l'enfant. En voyant les visages des deux épouses, je comprends qu'il est mort. Maintenant, il faut seulement qu'elles arrivent à le faire sortir. Il ne peut pas rester là, coincé pour toujours. Plus elle le tire, plus je crie ma douleur. Mais était-il vraiment vivant ou était-il mort depuis le début? Je n'ai jamais entendu parler d'une enfant qui accouche d'un enfant. Il doit y avoir une erreur. Après on tire, on me donne des coups de pied, on s'assoit sur mon ventre et finalement, le corps de la créature sort de ma fente déchirée. Je regarde ce petit corps gris sorti de mon ventre. Il ressemble à une poupée d'argile et il me semble entrevoir la petite fente qu'ont toutes les filles. Je n'ai plus de larmes et je n'ai plus d'énergie pour souffrir, même en silence. Au matin, je ne suis qu'une poupée de chiffon dont la peau maintient tous ces morceaux brisés. Maintenant, en plus du sang qui coule toujours, il y a aussi un liquide qui pue. Chaque fois que je dois uriner ou déféquer, je ne peux plus rien retenir. Tout sort mêlé. Ça sent tellement mauvais que personne n'ose s'approcher de moi. Mettons-la dans la cabane avec les animaux. Peut-être qu'ils vont la dévorer et comme ça elle arrêtera de nous torturer avec ses plaintes. Je reste accroupie par terre avec les cochons et les moutons pendant des jours. Au moins, ma mauvaise odeur ne le dérange pas. La douleur m'empêche d'étendre mes jambes. Je reste accroupie au-dessus du trou que j'ai creusé dans la terre pour y faire couler les liquides puants qui sortent de moi. Si je ne mange pas et si je ne bois pas, je perds moins de liquide et je pue moins. Chaque jour, mes jambes recroquevillées deviennent plus dures, plus sèches. J'essaye de me lever, mais chaque fois je m'écroule. Personne ne vient plus me voir. On me laisse le riz et la gourde d'eau à la porte. Avant de s'en aller, il me jette un coup d'œil avec l'espoir de me trouver morte. Les fourmis s'accrochent entre mes jambes. Elles me sucent goulûment. Quand elles me piquent et me réveillent, je les laisse faire. Au moins, elles me tiennent compagnie. Même quand j'entends des voix dehors, je ne sais plus si elles sont réelles ou imaginaires. Si on l'emmenait à Addis Abeba, ce serait facile de la soigner. À l'hôpital, chez Edna, on soigne toutes les petites filles trouées, dit une femme. Un matin, ça a été tellement beau et inespéré qu'il me semblait que ça aussi c'était un rêve. Mais c'était vrai, elle m'a léché le visage pour me réveiller. C'était vraiment elle, Rikiki. Son flair a été plus puissant que tout et elle m'a retrouvée. Ce lait me donne plus de force que le riz et j'ai réussi à étendre et à bouger un peu mes jambes. Des fois, j'ai réussi même à faire 2 pas avant de m'écrouler à nouveau. Selon toi, on pourrait y arriver? Je lui demande un jour en la regardant droit dans les yeux. Normalement, il faut seulement 7 jours de marche. Ben, elle me répond avec sa tête penchée d'un côté. Et moi, je l'ai prise au mot. On a attendu la nuit et on est parti. C'est bien mieux de marcher dans la fraîcheur et de se reposer quand le soleil monte. Grand-mère m'a appris l'étoile polaire. Et en la suivant, il est facile de prendre la bonne direction vers la capitale. Il y a seulement un chemin, droit vers le nord, au milieu du désert. Rikiki me suit fidèle, et même si le ventre me fait mal, je marche très lentement. Parler avec elle me donne de la force.
la seule chance de sentir aussi mauvais, c'est que plus aucun homme n'ose m'approcher. Plus personne ne me prendra comme mon mari l'a fait. Ce jour-là, je suis devenue une autre. Quand on se repose à l'ombre d'un arbre ou d'une ruine, Rikiki trouve toujours un peu d'eau dans des plantes qu'elle mange et tout de suite après, elle m'offre généreusement le lait de sa mamelle. Au 5e jour de marche, je suis tellement épuisée que même après avoir dormi toute la journée, je n'arrive plus à me lever. Je suis si faible que la seule façon d'arriver jusqu'en ville serait peut-être de tuer la petite Rikiki pour en manger la viande. Je prends une pierre. Je suis sur le point de lui écraser la tête. Mais elle ne bouge pas d'un centimètre. Elle sait que je suis son amie. Elle ne me craint pas. Ben, elle me dit en penchant la tête de côté. Je la regarde dans les yeux. Je lâche la pierre. Mais avec la paille d'une plante sèche, j'ai fait un trou dans une veine de son cou pour sucer son sang. Elle me laisse faire sans protester, la pauvre Rikiki. Faible comme j'étais, il m'a fallu 10 jours au lieu de 7 pour arriver en ville. Hôpital Edna. Edna. Je demandais d'un filet de voix dans le trafic des voitures et des gens. Quelqu'un a eu pitié de moi et m'a indiqué la route. Je suis arrivée à bout de vie, mais en moins d'une semaine, j'ai été opérée et j'étais debout, toute pleine de force. L'opération, c'est vraiment facile. Faut pas avoir peur. En plus, ils t'endorment avec le petit masque. Et après, quand ils te réveillent, ils te remplissent de gâteaux et de jus de fruits. Maintenant, je peux manger et boire tout ce que je veux. Tous les trous sont recousus et j'ai réussi à nouveau à retenir mes besoins. Edna, c'est la vieille directrice de l'hôpital. Elle aussi avait été torturée quand elle était une petite fille. C'est pour ça qu'en grandissant, elle a décidé d'ouvrir cet hôpital immense, bourré de petites filles, avec le ventre plein de trous. Une de ses assistantes, c'est une Française, qui s'appelle Anne. Elle a les cheveux tout ébouriffés, noirs comme du goudron. Elle râle beaucoup, et rien ne lui convient. Mais elle m'a promis de m'emmener à Paris et de me laisser chez sa sœur pour étudier. Je lui ai demandé si je peux voir ma famille avant de prendre l'avion. Toutes les filles m'en ont parlé terrifiées. Moi, je vais jamais monter sur cet oiseau géant en bout de fer super lourd. Il n'est pas possible que ça vole, m'a dit l'une d'elles. Je veux aussi retourner sur la route de l'école, juste à côté du buisson où on m'a prise et torturée. Je suis sûre que la petite fille que j'étais m'attend toujours accroupie là-bas. Elle va être contente de me voir. Ensemble, on trouvera le courage de monter sur cet énorme oiseau de fer. Et comme ça, on donnera de la force à toutes les filles de l'hôpital.